on devine deux roues en avant, deux roues à l'arrière, un espèce de châssis ici, si on le voit bien. Si une machine, je peux la faire, elle n'a besoin qu'une seule source de chaleur pour fournir du travail, c'est gigantesque comme révolution. La première molécule, on a montré qu'une molécule pouvait amplifier un courant, toute seule. Ça, on l'a fait. On a vécu 10 ans d'anti-nano total. Dans un futur pas si lointain, on imagine des robots de taille moléculaire capables de réparer certaines cellules, de fabriquer certains matériaux, voire même d'être des robots pilotables dans certaines tâches précises. Pour pouvoir répondre à toutes nos questions et aborder ce sujet, Christian Joachim est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Donc, en 2017, vous avez organisé la toute première course de nano-voitures. Oui. Donc, juste le titre, c'est quand même extrêmement intriguant. En quoi ça consiste plus précisément? Ça a consisté à l'époque, pour la première fois, de chercher dans le monde entier. Alors le monde entier, effectivement, technologiquement et scientifiquement, c'est pas tout le monde entier, parce que tout le monde, tous les laboratoires du monde ne pouvaient pas répondre à l'annonce qu'on a faite. D'accord. L'annonce, c'était: est-ce que vous êtes capable de faire un engin? Alors là, bien sûr, j'en prends un qui est de 2022, mais je peux prendre aussi un de ceux de 2017. C'est un engin qui était capable d'avancer, on va voir par quelle énergie, tout seul sur une surface. Et pour cela, il faut de la chimie, de la physique et de la technologie. Et quand on a fait cet appel d'offres, on pourrait dire appel d'offres, on a eu une dizaine de laboratoires de par le monde qui ont candidaté. Donc pour fabriquer, donc ça c'est des véhicules. Alors ça c'est à peu près 100 millions de fois, pardon, la grandeur réelle. D'accord. Okay. Alors, pour vous donner un peu là, on voit bien, on devine la structure, ça c'est celle de James Tour à l'époque en 2017. On voit bien la structure, on devine deux roues en avant, deux roues à l'arrière, un espèce de châssis ici, si on le voit bien, et un espèce de petit clapet qui était censé monter et descendre comme ceci, prenant appui sur la surface pour faire un pas. Voilà. Alors ça demande quand même de la belle chimie, de la belle conception, puisqu'il faut quand même être capable d'intégrer sur un truc, je dirais, qui fait 1 nanomètre ou 2, l'ensemble de ses fonctions. Ok, donc voilà. Là, ce qu'on voit, c'est des atomes. Donc, on parle vraiment d'une machine qui fait quelques atomes de large, en fait. Oui, alors, pour la ruse, j'aurais pu amener un vrai modèle moléculaire, comme on faisait dans les années 70-80. Là, la ruse, pour faire moderne, c'est qu'on demandait à toutes les équipes pour prouver, à l'époque, qu'elles pouvaient s'inscrire. Parce que on pourrait en avoir de tout le monde entier, en fait, des gens qui proposent avec des modèles moléculaires numériques et proposer des molécules. On leur a dit d'accord, mais vous envoyez ce qu'on appelle la structure X de cristal de ces molécules-là, et de ce cristal X, on en déduit les positions exactes des atomes, et on convertit ça sur une imprimante 3D, bien sûr à l'échelle. Il faut que l'imprimante 3D comprenne quand même. Là, on avait quelques petits problèmes de zéro, en fait, dans le logiciel d'imprimante 3D. Quand il a compris, vous avez la position exacte des atomes dans le cristal. D'accord. Voilà, et donc ça nous permet d'imprimer celle-là, ou celle-là aussi, c'est une de Strasbourg. Et ça, c'était la nôtre, je crois. Oui, ça, c'est la nôtre, voilà. Ce qui est quand même assez fascinant, parce que vu qu'on parle de machines, c'est des machines qui sont censées pouvoir se déplacer, pouvoir avancer, du coup. Oui. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des moteurs qui font cette taille? Là, c'est une voiture. Donc, une voiture, c'est censé avoir un châssis, des roues et un moteur. D'accord. D'accord. Ça, c'est le principe normal d'un truc qui va avancer sur une surface. Pourquoi on a besoin d'un châssis? C'est comme dans le monde réel, c'est que si le plateau qui tient les roues et les fonctions est trop bas sur la surface, il n'avance plus. Il frictionne, il n'avance plus. Donc, on est obligé de la lever un peu. Là, on la voit bien celle-là. Hein, on a deux roues. Alors, c'est des roues à palettes. Hein, il y a trois pales. Il y a un pied arrière pour pas que ça s'écroule. Et puis là, il y a la partie avant pour avancer. Et donc ça, c'est un des designs, je dirais, classiques d'un objet qui accumule des fonctions pour faire des fonctions compliquées. D'accord. Alors, un moteur, ça peut être juste, j'aurais pu en amener un, c'est juste une molécule qui va se mettre normalement à tourner dans un seul sens pour produire la force motrice. Alors, la force motrice, c'est pas... On ne va pas déplacer un 15 tonnes avec une voiture ou un moteur. On va déplacer quelques petits atomes ou quelques autres molécules avec cette molécule-là. Donc ça, il faut la concevoir. Alors là, il y a deux conceptions. Il y a une conception qu'on appellerait mémotechnique, technomémétique, pardon, c'est-à-dire, en fait, comme une vraie, macroscopique, assembler des parties, des cliquets, des engrenages, des machins,
pour pouvoir que ça tourne dans un seul sens. Ça, c'est la partie classique de la conception d'une machine. Et il y a l'autre partie, qui est la partie plus quantique, où on espère que la conception de cette machine, c'est-à-dire amener ensemble des parties, ces parties, on va d'abord les mettre dans un espace qu'on appelle l'espace des états, un espace virtuel. Et c'est dans cet espace virtuel que les choses vont se faire, et on doit rebondir après dans l'espace réel. Ça veut dire qu'on n'a pas de représentation par partie de l'ensemble des fonctions que va remplir cette molécule-là. Alors pour la mécanique, je dirais qu'intuitivement, on sent quand même qu'on va avoir besoin d'un peu de l'espace réel. Il faut quand même des trucs qui avancent. Oui. Pour les machines à calculer, c'est différent. Si je veux, au lieu de penser voiture, je pense calculateur, je n'ai pas besoin d'assembler, on le sait maintenant, avec les calculateurs quantiques, on n'a pas besoin d'assembler un ensemble de petits machins, interrupteurs, transistors, tout ce que l'on veut, pour faire un calcul, en temps réel du terme. On peut très bien, dans l'espace des états, espace virtuel, assembler pour que dans l'espace des états, ça calcule, mais après, il faudra quand même revenir dans l'espace réel, parce que dans l'espace réel, il faut quand même... il faut notre objet à fabriquer. Voilà. Okay. Voilà, donc s'il y a deux différences, il y a la conception, je dirais, technomimétique, standard, et la conception dans l'espace des états, qui est un peu plus compliquée à appréhender, mais il y a des actions pratiques que l'on connaît dans l'espace réel, que l'on fait sans le savoir, comme par exemple, quand vous filtrez un signal, ou ma parole, par exemple, pour déterminer quelle fréquence vous allez pouvoir enregistrer, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un filtre, et pour concevoir le filtre, que vous allez faire? Vous allez dans l'espace de Fourier, pour pouvoir dessiner le gabarit du filtre, pour distinguer quelle fréquence vous allez me couper. Okay, et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de concevoir dans cet espace-là, avant de revenir dans l'espace réel pour mettre des selfs, des kappas, etc. Donc la notion d'espace virtuel pour concevoir une machine ou un petit machin est connue depuis longtemps. Sauf que là, ça se démultiplie pour la partie physique quantique. J'ai quelques petites questions, donc c'est plus par rapport à cette compétition de voitures en tant que telle. En quoi elle consiste concrètement? Chaque laboratoire arrive avec son propre modèle? Alors, la première compétition, il s'est trouvé que pour tout un tas de raisons, on avait demandé à un grand constructeur allemand de microscope à effet tunnel, qui s'appelait à l'époque Omicron, maintenant ça s'appelle Scienta Omicron, de concevoir une machine unique, au lieu d'avoir une seule pointe pour un microscope à effet tunnel, comme ça a été l'invention à la fin au début des années 80, c'est d'en mettre 4 en même temps, pour arriver au même endroit sur une même surface, et pour pouvoir faire des images, ou pouvoir s'interconnecter à une seule molécule. Donc ça, c'est l'objet technique, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un microscope à effet tunnel, mais il y a 4 microscopes à effet tunnel, donc 4 pointes qui convergent au même endroit sur une surface. Okay. Donc à partir de ce moment-là, alors à l'époque, cette machine-là qu'on avait dessinée et qu'on nous a construit, n'était pas censée avoir des pointes indépendantes. C'était juste pour fondre, si j'ose dire, aller connecter une molécule avec 4 petites pointes, et puis rentrer un courant, mesurer, etc. Et quand on a fait un moteur et qu'on a publié un moteur, je me suis dit avec Gonel Rappen, dans mon labo, on pourrait très bien complètement déconnecter les 4, puisqu'après tout, c'est 4 microscopes à effet tunnel, et demander au Omicron de tous nous séparer, pour que chacun puisse tout seul intervenir, chaque pointe puisse tout seul intervenir sur une molécule. D'accord. Okay. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir 4 expérimentateurs différents, qui chacun vont avoir une zone particulière de la surface, et qui vont prendre en charge leur molécule. Ok, je comprends. Alors après, dans la technique, ça c'est l'idéal. Dans la technique, il faut savoir que pour préparer ce genre d'expérience, il faut être dans l'ultravide et à basse température. Et oui, et donc il faut être capable d'amener 4 molécules différentes, puisque vous avez 4 pointes, au même endroit sur une surface. Et là, là, on a vraiment souffert. Parce que si on prend une molécule comme ça, une molécule plus grosse, plus petite, chaque molécule a des conditions différentes d'évaporation pour les amener sur la surface. Et donc, il faut que chaque concurrent soit satisfait. Il ne faut pas qu'une molécule du concurrent voisin arrive dans la zone de course de l'autre. Et ça, on a mis 15 jours à préparer une petite surface d'or où il a fallu que chaque concurrent soit satisfait de la zone qui lui était réservée et qu'il n'y ait pas les copains qui découvrent dessus. Oui, j'imagine. Et ça a fait 15 jours. On a fait je ne sais pas combien d'allers-retours dans l'ultravide parce que c'était vraiment une petite surface d'or, mais c'était très précieux puisqu'il y avait les molécules à l'endroit, il n'en faut pas trop, et il fallait nettoyer les pistes pour que chacun soit content. Donc ça, c'est la technique par derrière.
Et le jour J, il faut que les 4 pointes soient capables d'aller au bon endroit pour satisfaire chacun des concurrents. Et à 11 h du matin, eh bien, hop, tout le monde est parti, chacun doit faire avancer sa voiture sur le même microscope. Et du coup, chaque équipe possède sa Une pointe. zone sur la même surface. Donc, il y a 4 molécules sur cette espèce de petite plaque d'or. Oui. Et le but, c'est de parcourir une certaine... Alors, au début, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait, c'est comme la première course de voiture en 1800 et quelques, ils avaient repéré entre Paris et Rouen, mais ils ne savaient pas combien de temps ils mettraient, etc. Donc, on n'avait aucune idée. On a fait des entraînements. Évidemment, il y a des mois avant, chacun est venu au labo, même dans son laboratoire, s'est entraîné pour voir si sa voiture avançait. Alors, le but aussi, c'était d'éviter, parce qu'on sait, depuis les années 95, on sait, avec une pointe, pousser sur la molécule pour qu'elle avance. Ça, c'est trivial. Je veux dire, vous êtes en panne, vous poussez la voiture. Donc, effectivement, si je suis comme ça et j'amène ma pointe, je fais ça, elle va avancer. Mais ça, on n'apprend rien. Ouais. Parce que apprendre dans ce cas-là, c'est pas simplement apprendre à pousser pour savoir comment ça va se comporter, c'est mettre la pointe dessus, faire passer un petit courant et voir comment le courant va passer à travers la molécule et va laisser un peu d'énergie. Et si elle laisse un peu d'énergie et que la molécule est bien conçue, normalement, si elle est bien conçue, ceci doit tourner un peu et la molécule doit faire un petit pas. Parce qu'il faut se rappeler que sur la surface, il n'y a que des atomes. Oui. Et donc la maille qui stabilise cette molécule, c'est la masse des atomes d'or. Et donc la molécule va sauter. Alors ce n'est pas exactement d'une rangée d'atomes à une autre rangée d'atomes, parce que en fait, les roues ne correspondent pas exactement à la distance interatomique de 2 atomes d'or sur une surface. Donc elle peut faire 2 ou 3, mais grosso modo, elle peut faire comme ça, elle peut faire ça. Mais on voit bien le concept de design, c'est-à-dire que si je m'amuse à pousser, à la limite, toute molécule, je peux la pousser. Si ma pointe est très propre, si ma surface est très propre, si j'ai des bons protocoles de manipulation, je peux manipuler une molécule. Par contre, si je la mets ici, je ne fais rien, je ne la touche pas mécaniquement et que je laisse passer un petit courant dedans, ben, il faut qu'une partie des effets inélastiques, donc l'énergie qui est restée dans la molécule, aille au bon endroit pour pas en faire vibrer et pour que le truc, pof, avance d'un coup. Et c'était ça le défi du design interne. Et d'ailleurs, ça continue, puisqu'on n'en est pas très sûr, même après 2 compétitions, on n'est pas très sûr. Entre nous, il y a des débats de savoir comment ça avance vraiment. Comment ça, on n'est pas très sûr de savoir Parce que y en a qui disent que c'est classique, la molécule va s'agiter un petit peu, et avec, par exemple, un obstacle à l'arrière et moins d'obstacles à l'avant, si je fais ça, elle fait un pas. Et d'autres disent, non, c'est plus quantique, donc on retombe sur la partie de l'espace des états qui bénéficie de cette énergie pour faire une action qui va, par exemple, faire tourner les 2 pattes. Là, la source d'énergie en question, elle n'est pas embarquée dans le module, elle est diffusée par la pointe qui se trouve au-dessus. C'est comme une auto-tamponneuse, si j'ose dire. Okay, ouais, vous avez un petit fil à la patte, il y a la grille au-dessus. La grille, c'est en fait c'est le support de la pointe. Et puis, la molécule va suivre pas à pas les ordres de la pointe. Alors, on pourrait le faire automatique, mais ça demanderait des logiciels un peu plus compliqués, où on n'a pas le luxe de faire ça pendant une course, en fait. On pourrait très bien faire un tracking, c'est-à-dire que la molécule, on lui donne un petit coup de courant, elle fait ça, et pour repérer où elle est, eh bien, effectivement, on refait un petit balayage, et puis on recommence. D'autres, en fait, étaient tellement sûrs pendant leur entraînement que la molécule, quand vous donniez une petite impulsion de courant, elle fasse ça, ils se dépêchaient d'en faire plusieurs avant de la retrouver pour éviter de faire une image à chaque coup. Okay. Voilà, donc il y a eu des stratégies de course, en fait, ce qui est normal. Ok, donc là, la compétition, elle a toujours lieu? C'est une compétition tous les... Alors, il faut parler de chiffres, Oui. parce que quand vous faites un appel d'offres comme ça, il faut regarder combien ça coûte, l'organisation. L'organisation d'une course, j'en ai fait 2, donc je connais à peu près le prix. Alors, on n'a pas fait la même chose en 2017 et en 2022. En 2017, on a eu un petit problème, c'est qu'on avait 6 concurrents qui pouvaient remplir le cahier des charges, et on n'avait que 4 places. Donc, on a eu l'idée, en utilisant Internet, d'en laisser 2 autres concourir, sur leur propre machine, chez eux, mais contrôlés de Toulouse par Internet. Et ça a été un peu un bazar, puisqu'il y avait ceux qui étaient sur la même surface, d'autres étaient sur d'autres surfaces. Enfin bon, donc la deuxième fois, on s'est dit d'abord, on a distingué entre 8 et 10 concurrents possibles de par la planète, et on n'avait toujours que 4 places. Donc là, on démultipliait les problèmes. Donc je me suis dit, le mieux, c'est que tout le monde reste chez soi pour son microscope, chacun à sa pointe. En plus, ça permettait aussi d'économiser de l'hélium, parce qu'il faut de l'hélium liquide et ça coûte, l'hélium liquide. Ah oui. Et donc à ce moment-là, on a dit, vous restez chez vous, mais vous contrôlerez de Toulouse. Donc ça demande aussi une autre infrastructure, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 8 équipes, qu'il y ait du bon débit,
et qui, de chez nous, tous leurs logiciels de contrôle sont déportés. Enfin, c'est un miroir, en fait. Il y a chez eux, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis, en Autriche ou en France, il y avait les logiciels de contrôle sur la machine. Et c'est déporté par Internet et contrôlé de la boule à Toulouse. D'accord. 8. Et ça a permis d'éviter ces conflits, vous n'êtes pas sur la même surface. Là, on s'est arrangé que tout le monde soit sur la même surface. On a fait, entre guillemets, une inspection réelle ou virtuelle, parce qu'il y a eu la Covid qui était dans l'histoire, donc ça nous a un peu embêtés. Et on s'est déplacé réellement ou virtuellement pour voir chaque équipe. Ok. Voilà. Pour être sûr qu'ils étaient capables de faire avancer leur... Puis après, c'est la même chose. Le jour J, qu'on soit tous au labo, avec les machines dispersées, ou la machine avec 4 ou 8 places soit au labo, c'est la même chose, puisque finalement, même dans la première course, tout était contrôlé par le réseau interne Ethernet du labo. On n'était pas dans la salle, en fait. Oui. Voilà. Donc, on n'a fait que déporter par de la fibre optique ou du satellite, je ne sais pas par où les communications sont passées, mais enfin bon, on n'a fait que déporter juste le contrôle. D'accord, donc là où je voudrais aller, c'est plutôt sur le fonctionnement lui-même. Tout à l'heure, on a parlé de raisons quantiques pour laquelle ça pourrait avancer. Oui. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le détail? Quel est le fonctionnement qui peut vraiment faire avancer ces véhicules? Alors, on va prendre un exemple tout bête. Alors, la molécule est un peu grosse. Même celle-là, ou celle de Strasbourg, est un peu large. On va imaginer une petite molécule, pour bien comprendre. L'ammoniac, NH3, donc 4 atomes. Si je la mets complètement isolée, vraiment piégée, les manips ont été faites d'ailleurs dans des pièges optiques, complètement isolée, toute seule, elle ne voit rien. J'arrive à la conserver pendant quelques secondes ou même quelques minutes, toute seule isolée dans son piège. Je fais de la spectroscopie, je vais trouver tous les niveaux de vibration, de rotation et les niveaux électroniques, si je ne monte plus en énergie, de cette molécule-là. Il ne se passe rien. Si je voulais la faire tourner, par exemple, si je voulais ou inverser l'azote par rapport aux 3 hydrogènes, ou la faire tourner sur elle-même autour de son azote, le contrôle quantique, c'est-à-dire la superposition de tous ces états pour que la molécule se mette classiquement à faire ça, ça serait l'horreur. Okay. Ça n'existe pas. Il y a des modes propres, elle peut faire pop, 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 elle peut faire quick, 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 mais tourner dans un seul sens, ça serait une superposition de ces modes propres de rotation et de vibration. Et ça demanderait des lasers femtosecondes. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que si elle est toute seule dans son puits et qu'on envoyait tout un tas de cette énergie, elle sortirait. Donc ça, c'est pour une molécule simple. Alors, imagine que celle-là, c'est juste une molécule simple. Alors, il y a maintenant, ça, c'est l'objet quantique, petite molécule, où on a ces niveaux discrets des mouvements possibles de la matière. Maintenant, si on amène ça sur une surface, il se passe un phénomène intéressant, c'est que les niveaux électroniques, la structure électronique de la molécule ne va pas être décomposée. NH3, c'est toujours NH3, sauf si je fais ce qu'il faut pour qu'elle perde un hydrogène. Mais par contre, les niveaux mécaniques vont devenir classiques ou semi-classiques. C'est-à-dire qu'elle va perdre sa cohérence quantique pour ces niveaux de vibration ou de rotation. Et à ce moment-là, si je la pose, la manip a été faite, hein, si je la pose, cette molécule va se mettre à tourner, classiquement. Mais au hasard, bien sûr. Hein. On n'en est pas, c'est pas assez compliqué pour cette molécule se mettre à tourner dans un seul sens. Donc elle se met au hasard et puis elle se met à tourner au hasard. Donc ça, c'est un mouvement classique. Si j'amène ma pointe, je peux arrêter. Et si je l'arrête à très basse température, je pourrais pousser, si l'azote est en bas et les 3 hydrogènes du parapluie sont en haut, je pourrais pousser avec ma pointe et la molécule tournera. Là, j'aurai un mouvement classique. D'accord. Voilà. Et ce qui provoque ça, c'est le fait de le poser sur une surface? Ah oui, oui, parce que l'environnement, si la molécule est toute seule isolée, il n'y a pas d'environnement classique, donc les degrés de liberté mécanique seront quantifiés. D'accord. Si maintenant je l'amène sur une surface, les degrés mécaniques vont perdre leur cohérence et vont plus ou moins... Enfin, évidemment, pour les petites molécules, c'est plus compliqué parce que les niveaux sont moins denses et donc la notion de classique quantique est un peu floue. Mais si je prends un truc comme ça, là, il y a du monde, il y a beaucoup de degrés de vibration, de rotation, et si je l'amène sur une surface, même si je la laisse en l'air, à mon avis, beaucoup de degrés de liberté sont presque classiques. Okay. Et donc, quand je mets sur une surface, tout ce qui est mécanique devient pratiquement classique. D'accord. Par contre, la partie électronique, si la molécule n'est pas décomposée, ça reste quantique. C'est-à-dire que les niveaux électroniques sont là, c'est la structure électronique de la molécule qui stabilise cette molécule. Donc, le simple fait d'être en contact avec la surface, ça change les propriétés? Ça change la manière dont les degrés de liberté de la molécule
peuvent être considérées. Elle a toujours de la mécanique, elle a toujours... j'allais dire, c'est nous qui ne sommes pas assez bons. Si ma petite molécule NH3 était en l'air, si j'avais tout ce qu'il faut au niveau de la compréhension, de la superposition des états de rotation et de vibration, si je mettais le temps qu'il faut, l'énergie qu'il faut, à part le fait qu'elle peut sortir de son puits, j'arriverais peut-être, alors c'est vraiment du ciselage, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des bons coefficients pour chaque niveau de vibration, chaque niveau de rotation, mettre les bons coefficients, les bonnes phases, avec le bon temps, pour que tout le monde se superpose et fasse quick. Ok. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Je crois que je me semble, hein, la seule molécule où on ait réussi à faire ça, je crois, c'est le monoxyde de carbone, CO. Je pense, et encore. Voilà. Parce que si c'est trop dense, c'est compliqué d'aller préparer, choisir un état de rotation ou de vibration pour le superposer avec son petit copain comme il faut pour que la molécule se mette à tourner. Mais naturellement, la surface le fait. Mais ne le fait pas de façon cohérente, c'est-à-dire que le NH3 ne va pas magiquement tourner dans un seul sens. Par contre, vous avez un autre exemple, ce sont les protéines qui sont des gigantesques molécules où elles font d'elles-mêmes, leur intérieur est tellement compliqué, il y a tellement de degrés de liberté, de vibration, de rotation, qu'elles sont toutes seules classiques, elles n'ont pas besoin de surface. Okay. Nous, on est entre les deux, on n'est pas tout petit, on n'est pas tout gros, on a des trucs comme ça, et le pari, c'est d'avoir le maximum de fonctions pour ces objets qui ont une centaine ou 150 atomes. D'accord, donc là, pour l'instant, on n'est pas sur des véhicules qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas leur propre énergie, elles ne sont pas capables d'avoir une programmation. Alors là, il y a un petit démon, j'adore. Il y a un petit démon qui est par derrière de votre question. Il est sûr que, regardant une molécule comme ça, mettre une batterie dessus, il n'y a pas trop de place. Et même si j'avais une batterie là-dessus, le nombre d'électrons par seconde que ça libérerait pour faire avancer, je ferais peut-être un pas, et encore. Ouais. Mais la surface est toujours là en dessous. Et donc là, nous revient un vieil écrit de M. Maxwell en 1874 qui avait dit, alors il n'avait pas de molécule, hein, et il avait dit, si je réduis un petit être suffisamment pour être en dessous de la taille des fluctuations thermiques de la surface, il se pourrait que si je fais bien mon travail, si je construis bien ce petit objet, je récupère suffisamment d'énergie pour qu'elle avance tout seul d'un seul pas. C'est-à-dire qu'une seule source de chaleur permettrait que la molécule avance. Ça s'appelle le démon de Maxwell. Ok. Voilà, 1874. Et chaque génération de technologie ou de scientifiques a rêvé, bien sûr, d'arriver à faire ça. Et on en est à numéro, alors les tubes à vide, les transistors, les engrenages, les relais, etc. On est à la énième génération de miniaturisation. Il y a des essais qui ont été faits en micromécanique. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais c'est un rêve intéressant. Ouais. Si une machine, je peux la faire, elle n'a besoin qu'une seule source de chaleur pour fournir du travail, c'est gigantesque comme révolution. Ouais. On n'y est pas arrivé, mais c'est un espoir. Et donc, entre guillemets, on est payé pour explorer ce genre de choses. On y arrive, on n'y arrive pas. Les générations d'avant ont essayé avec des moteurs, etc., plus gros, et nous, on le fait avec des petits machins comme ça. Est-ce Voilà. que pour l'instant, il y a des applications concrètes à ce genre de technologie Aucune. ou ça reste Non, abstrait? aucune. Si, la seule application concrète, c'est de faire des jeux pour les enfants. Si, il y a un jeu vidéo qui a fait par l'équipe japonaise, espagnole d'Imedia à Madrid, qui a fait un petit jeu, vous pouvez aller sur Internet et vous vous amuser à faire avancer. Mais attention, c'est pas un jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que le vrai jeu aurait consisté à enregistrer des phases réelles d'avancée et que celui qui avance ressent les vraies sensations de la course réelle. Pour l'instant, c'est trop compliqué au niveau en calcul. Voilà, parce qu'effectivement, cette molécule, elle est sur la surface, il y a des atomes, donc ça interagit, ça bouge par-ci, ça bouge par-là, et ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué à... Enfin, c'est trop lent. Ouais. Il faudrait un jour de calcul à chaque pas, donc pour celui qui joue, non. Avec son joystick... Pas très amusant. Voilà, ça, c'est une application concrète. Ok. Non, par contre, pour les moteurs moléculaires, c'est-à-dire des molécules qui ont normalement de la puissance motrice, on pourrait imaginer quelques applications. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Pareil, on a un projet européen en ce moment qui tourne, où l'idée, ce n'est pas d'avoir la puissance motrice, mais que cette molécule puisse pomper un peu d'énergie thermique de la surface et la stocker. Donc de faire un stockage pseudo-quantique de l'énergie dans la molécule.
On entend quoi par pseudo-quantique? Ben, c'est-à-dire, encore une fois, on est intermédiaire entre un comportement classique, ce truc-là tourne, et le comportement quantique, où c'est juste des vibrations. D'accord. Donc on est entre les deux. Et l'idée, c'est d'arriver à embêter le système du côté quantique pour lui mettre un peu d'énergie quantique qui se perd dans son espace des états et qui ne revienne pas. D'accord. Alors là, c'est perdu, ben, c'est stocké, c'est perdu, mais la molécule ne sait pas trop comment faire pour la récupérer. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que cette énergie n'est pas, pendant un certain temps, toujours pareil, hein, le temps du stockage, cette molécule conserve cette énergie. Et le projet s'appelle ESIM, on est financé pour ça, réellement. Donc ça, c'est un intérêt pour savoir si, en poussant la limite entre classique et quantique et la mécanique, on peut préserver un peu d'énergie avec un certain cycle, bien sûr, de lecture, de rafraîchissement, etc. Ce qui m'intrigue aussi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut assembler, ces éléments pour en former, des moteurs. Tout à l'heure, on a parlé du microscope à effet tunnel. Oui. Comment ça fonctionne? C'est quoi le principe de ce genre de microscope? On a souvent vendu le microscope à effet tunnel, avec qui a eu le prix Nobel Bing Rohrer en 86, comme le premier microscope capable de faire des images d'une molécule d'un atome. Bon, Ouais. c'est pas vrai, hein, dans les années 50, 1953, Erwin Müller a inventé un microscope. D'ailleurs, peut-être pas votre génération, mais ma génération, on avait dans le livre de physique cette myriade de petits points blancs qui étaient une pointe de tungstène où vous voyez chacun des atomes. Ça s'appelle le FIM, Field Ion Microscope, et en fait, c'est les premières images de molécules qu'on a retrouvées, pareil, dans les années 53. Donc voir une seule molécule, pas statistiquement vraiment, mais faire une plaque photo avec dessus enregistré le portrait de la molécule, ça date des années 53-54. Déjà. OK. Ah non, c'est ça qui est marrant, parce que, par contre, quand on a ça, on ne peut pas toucher. On ne peut pas la toucher. Ouais. Parce que c'est encore un champ lointain, c'est-à-dire qu'il y a l'émission des particules qui permettent de faire l'image est très loin par rapport à la taille de la molécule. Ça peut être 1 mètre. Ce qui a gagné le microscope à effet tunnel, c'est qu'en plus de ça, la pointe est tellement petite, terminée par un seul atome, qu'elle va s'approcher et l'image va se faire par balayage, en balayant laborieusement ou maintenant très rapidement la surface à une distance pointe-surface qui est inférieure à 1 nanomètre. Ça permet d'assurer qu'il y a un petit courant qui passe. Ouais. Voilà, un courant tunnel qui va passer entre la pointe et la surface. Et à ce moment-là, c'est comme un peu les images météo qu'on voit chaque soir à la télévision, qui est un laborieux le balayage d'un satellite qui taille la surface de la Terre en petits morceaux par bande et qu'on reconstitue une image après. On fait exactement ça. Alors avant, pour la petite histoire, dans les premières années, j'ai vécu ça aussi quand j'étais à IBM, en fait, on faisait les images ligne par ligne, on avait un scope, un oscilloscope, et on voyait chaque ligne de balayage qui reconstituait l'image. Ah oui, mais et même avant, juste quelques années avant, chaque ligne de balayage, il prenait une paire de ciseaux, il coupait la ligne de balayage, il la recollait, il refaisait la topographie de la surface. Ça devait être quand même assez fastidieux à faire. Bah oui, mais l'informatique a fait que ces images se sont reconstruites et maintenant il n'y a pas de problème. On peut avoir une image d'une molécule à pois vert, à fond rose, enfin bon, on choisit le contraste que l'on veut. Ça, c'est la partie image. Ce qui a apporté de plus le microscope fait tunnel, c'est la précision de la positionnement de la pointe par rapport à la surface. Il est clair que si je veux balayer sans toucher, sans cracher la pointe, sans détruire la pointe, sans toucher la molécule, j'ai intérêt à être très très précis. Il y a une petite boucle de contre-réaction qui vérifie en permanence que le courant est par exemple 1 picoampère. Pof. Et donc à ce moment-là, je balaye avec un courant constant d'1 picoampère. Ce qui veut dire que je suis très très précis en positionnement de la pointe. Ce n'est pas de la mécanique, je ne suis pas stable comme une aiguille en faisant ça. Et en permanence, je suis dynamique pour corriger la hauteur, pour pas que ça crache. Et à ce moment-là, si j'ai ça, ben, je peux très bien descendre maintenant que je suis précis, descendre comme tout à l'heure, et pousser. Donc la précision que j'ai en imagerie, ça a pris quelques années en fait à découvrir que la précision qu'on avait pour stabiliser l'image, s'il était de plus en plus précise, comme on améliore la technique, eh ben, je pouvais aussi descendre et pousser. Voilà. Et donc ça, on a appris après. Puis ça, c'était la poussette. Et puis après, comme pour les courses, on avait interdit la poussette, on a appris qu'il suffisait de faire passer un petit courant en s'y prenant bien, en chauffant un peu, entre guillemets, et bien fait que la molécule pouvait vibrer et avancer. J'ai vu aussi que vous avez fabriqué, une nanobrouette. Ah oui, non. Alors, ça s'est passé avant les voitures. C'était avant les voitures. Oui, C'était alors en le fait, c'est une conséquence indirecte d'une recherche qu'on continue à mener d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les fils moléculaires. C'est-à-dire qu'on fait un petit fil pour faire passer du courant à travers. Et c'est très compliqué encore d'arriver à se connecter à deux bouts d'un fil qui fait moins d'1 nanomètre de large et qui fait, par exemple, 20 nanomètres de long. Techniquement, on n'a pas ça. Quand on dit se connecter, c'est envoyer Bah, un c'est signal envoyer un électrique? courant, oui. Se connecter, par exemple, avec deux pointes.
Ok. Ou mettre 2 petites électrodes, mettre la molécule entre les deux pour faire passer un courant à travers. Ça, on sait pas encore bien faire. La D'accord. technologie n'est pas encore là. Il y a beaucoup de labos qui essayent de faire, après ils sont épuisés, ils ont arrêté, la génération arrive, enfin bon, c'est Ouais. c'est normal, c'est un problème technique, on n'y arrive pas. Donc, à l'époque, on a eu l'idée de dire, ben, puisqu'on n'arrive pas à avoir ce petit fil tout seul entre 2 électrodes, on va mettre 4 pattes, un peu comme 4 pattes, pour lever le fil de la surface. Et après, on s'est dit, naturellement, sur une surface, il y a toujours des marches monoatomiques qui font 1 ou 2 nanomètres, même un peu moins, de hauteur. Et avec la pointe, on va la pousser, cette petite molécule à pattes, pour que ce bout-là se connecte. Là, ça va être un peu isolant, et j'ai amené la pointe ici pour faire passer le courant. Bon, on a fait ça. Là, on a eu plein de mésaventures parce que c'était bien, c'était pas bien, parce que par exemple, ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'effectivement, nos designs avec 4 pattes ou 8 pattes et le fil, les pattes se tordaient, donc la molécule, le châssis qui était le fil, descendait, et donc ça marchait pas très bien. Donc on était un peu, on savait pas quoi faire. Et ça, c'est vrai. Sébastien Gauthier, qui est maintenant à la retraite, comme presque moi, euh, passe un jour dans le labo. On était là au tableau en train de dire qu'est-ce qu'on fait avec cette molécule qui a 4 pattes. Ça marche pas trop bien pour le fil. Et Sébastien, d'un seul coup, mais peut-être pour s'amuser, il nous dit vous avez qu'à mettre des roues. Parce qu'on était coincés avec nos pattes. Donc il dit bah, vous avez qu'à mettre des roues à la place des pattes. Et d'un seul coup, ça a fait tilt. Quand il m'a dit ça, je dis c'est marrant. Roue, charrette à bras, 2 pieds arrière, 2 roues avant, ça fait une brouette. Ok. Et à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est l'amusement sur le tableau, on fait des petits dessins, mais après, on a été voir le chimiste, et puis on s'est dit, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut équiper un truc avec 4 pattes, avec 2 roues et 2 pattes? Et donc, évidemment, 2 roues et 2 pattes, c'est venu, on l'a fait. Alors, on a eu plein de débats, parce que chacun proposait ses solutions sur le tableau. Dans l'ordinateur, on faisait des petits modèles pour savoir qu'est-ce qui était le mieux. Et l'idée qu'on a eue après, pour vérifier que les roues avant tournent, parce que c'est pas tout d'avoir 2 pattes arrière et 2 roues avant, comme toute charrette à bras ou toute brouette, quand vous poussez, il faut que les roues elles tournent. Et donc il fallait prouver expérimentalement que les roues tournent. Et l'idée qu'on a eue, c'est en faisant des petits calculs, on s'est aperçu que si vous avez 2 pattes, est-ce que j'ai 2 pattes? Oui, bon, ouais. Vous avez 2 pattes à l'arrière ici, là les 2 pattes, vous avez ici un centre de poussée, et si là, il n'y a pas ça et c'est libre, quand vous allez pousser, ça va faire ça. Et si vous faites ça, si ces petites roues tournent, on voit bien que là, elles sont à plat, mais si ce truc-là était de l'autre côté, ça serait en haut. Et donc le bout ici descendait et montait. Donc il y avait plus de courant, moins de courant, plus de courant, moins de courant. Donc on pouvait avoir une preuve en remontant macroscopiquement qu'en fait, les petites roues tournaient. Donc c'est de là qu'est venue la brouette, avant les voitures d'ailleurs. D'accord. Voilà. Malheureusement, ça n'a jamais marché parce que le truc est toujours resté en bas et c'est resté collé et les roues n'ont pas tourné. Voilà, donc c'est une déviation de la partie du concept fil, donc châssis, et pour mettre des roues et pour voir. Et puis après, le moteur est venu. Enfin bon, après, c'est. Alors là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un chimiste que vous êtes allé voir. Donc, ça veut dire que le travail pour pouvoir créer ce genre de véhicule, il y a une partie conception, donc c'est voir un petit peu l'anatomie, comment est-ce qu'on peut structurer la molécule. Oui. Et du coup, on doit collaborer avec un chimiste qui, lui, s'occupe de Alors, le mot voir... collaboration, non, on doit travailler. La notion de collaboration veut dire qu'éventuellement, le chimiste est ailleurs sur la planète. Ok, ok, ok. Quand on est dans le même groupe, on travaille ensemble. Ok, On discute ensemble, on va au tableau, on conçoit ensemble. C'est-à-dire que la notion de conception, c'est entre guillemets facilité par 2 choses. Ce qu'on appelle la rétrosynthèse pour les chimistes et ce qu'on appelle les modèles moléculaires ou les logiciels de chimie théorique pour le théoricien. Quand j'ai un truc comme ça, j'ai une préconception de ce que le chimiste pourrait faire. Au niveau des roues, là il y a des roues, des trypticènes, c'est des roues particulières, mais il y a d'autres types de roues. Ça, je sais, parce que je l'ai écouté en séminaire, donc je sais à peu près des trucs qui, par la forme, ressemblent à une vraie roue. Je mets ça sur l'ordinateur, je mets un châssis, je fais des calculs, je ne fais pas simplement un dessin. ouais. Je fais vraiment un calcul de chimie théorique avec un peu de mécanique moléculaire pour savoir si ça tourne pas, si c'est stable, etc. Quand je suis content de mon modèle, je redescends en bas, je dis salut André, tiens, j'ai trouvé ça. Non mais ça se passe comme ça réellement. Ok, J'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors il regarde et puis il fait de la rétrosynthèse, c'est-à-dire qu'il voit si la cible est atteignable ou déjà atteinte par petits bouts. Donc il regarde quel produit chimique il peut acheter, en fait, pour atteindre cette cible-là. Donc il remonte dans la synthèse pour regarder le nombre d'étapes nécessaires pour faire ces molécules-là. Et d'accord. après on se met d'accord.
Et après, souvent, la catastrophe pour le chimiste, qui va passer beaucoup de temps à faire une molécule, c'est qu'en fait, le physicien passe son temps à les brûler. Parce que la phase de lancement, c'est-à-dire quand vous avez de la poudre, où ces molécules-là sont en poudre, hein, c'est une petite poudre blanche ou orange, etc., vous la rentrez dans un petit creuset, vous mettez ça dans l'ultravide, vous ouvrez la vanne et vous chauffez à 100, 200, 300 degrés Celsius. Et là, eh ben, souvent, tout est brûlé. Effectivement, c'est une catastrophe pour le chimiste de synthèse, puisqu'il peut perdre beaucoup. Certaines résistent, certaines ne résistent pas. Pourquoi on doit les chauffer à cette Non, parce que température? comme elles sont en poudre, c'est un cristal, et pour qu'elles se détachent molécule par molécule de petits cristals ou des microcristals, ben, il faut évaporer. Et aussi le fait qu'il y a souvent des solvants qui permettent de co-cristalliser ou qui sont enfermés dans le cristal. Et celle-là, il faut absolument l'enlever parce que c'est les molécules, on ne veut pas les voir. Ouais. Donc il faut chauffer à fond pour que tout s'en aille. On a souvent une phase de préchauffage pour ce qu'on appelle désorber ou nettoyer toutes les entre guillemets, cochonneries, pardon les chimistes, toutes les choses que le physicien ne veut pas voir. Alors on a une autre étape qui est arrivée après, à cause de la brouette d'ailleurs, parce qu'on a regardé la filiation intellectuelle de ce qui s'est passé, c'est qu'on a sur le tard découvert, après la brouette, ou pendant la brouette d'ailleurs, c'est qu'en fait, il se peut que sur la surface, quand on amène une molécule qui se décompose, elle refait autre chose. Des petits bouts qui sont décomposés vont diffuser, se rassembler et refaire une autre molécule. Et ça s'appelle la chimie de surface. Et maintenant, c'est un jeu comme l'origami, en fait. Les chimistes font des petits bouts, nous les donnent, on chauffe, on met sur la surface, on chauffe comme il faut, et on fait une molécule qui n'aurait jamais pu faire en solution. Et donc, ça a ouvert ça, en fait. En fait, c'est la brouette qui a ouvert ça, parce que un jour, on n'arrivait pas à refaire la brouette, elle se décomposait, et on a trouvé d'autres molécules qui n'avaient rien à voir. Par exemple, au lieu d'avoir 2 roues et 2 pattes, on a trouvé un châssis avec 6 roues autour, comme une seule molécule. On dit que c'est cette histoire, on n'a jamais demandé ça. Et en regardant bien, on s'est aperçu que c'est parce que les roues étaient parties, le châssis s'était baladé, et avait récupéré d'autres roues, et avait réassemblé 6 roues. Voilà, donc de là est née en fait l'idée d'une chimie de surface, où le chimiste n'a pas à s'embêter à essayer de faire l'ensemble de la structure en solution, ce qui va poser des problèmes de sublimation, d'amener sur la surface, mais il calcule bien ces petits monomères, ces petits syntons, comme on dit, pour que quand je vais chauffer sur la surface, la chimie se fasse toute seule sur la surface. Et ça a été un gros progrès, en fait. Là, de ce que je comprends, enfin, de ce que je vois aussi, c'est que ce domaine, scientifique, j'ai l'impression que c'est vraiment à la croisée de plusieurs autres domaines scientifiques, parce que vous travaillez ensemble que derrière vous pouvez, avancer. Parce que c'est quand même à la croisée entre de la chimie, de la physique quantique Oui. et derrière c'est le côté un peu interdisciplinaire qui a pu, Ouais, mais faire on peut prendre un peu de recul. Imaginons qu'on soit en Égypte, chez Ptolémée, en moins 200 ou moins 300 avant Jésus-Christ. Je veux un verre, du verre, qui soit un peu transparent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander entre guillemets au physicien, pourquoi tu as besoin de ce verre? Il va me dire, parce que quand je le prends au soleil, je voudrais voir un peu le soleil. Donc, et puis après, je vais aller voir le chimiste. On dit, est-ce que tu peux m'assembler en chauffant beaucoup des bouts de machin, de la silice, etc., pour que le verre soit plus ou moins transparent. Ouais. Donc ça n'a pas beaucoup changé en fait. Ouais. L'association entre guillemets, la propriété ou la fonction pour nous associe toujours beaucoup de savoir-faire. Ou de savoir maintenant. Savoir-faire à l'époque, savoir maintenant. Ouais. Ce qui a changé un peu, c'est au lieu d'avoir de l'empirisme de phénomènes, à l'époque, on ne connaissait pas trop la thermo, même pas du tout. On ne connaissait pas la physique classique, encore moins la physique quantique, l'optique, là. Donc là, toutes ces disciplines, effectivement, sont devenues des disciplines. C'est-à-dire des gens sont spécialistes. Et donc c'est l'association en travaillant ensemble de ces spécialités qui conduit à faire ces choses-là. Alors là, je vais changer un petit peu de sujet. Où est-ce qu'on en est au niveau de la recherche sur les transistors à échelle, nanoscopique? Je peux faire une réponse très rapide? On les a tués. OK. Non, en fait, l'espoir des années 70, d'ailleurs, c'est par hasard, vous avez dans votre bibliothèque La nuit des temps de Barjavel, Ouais. René, avec qui j'ai échangé quelques écrits avant qu'il décède. L'idée de l'époque, on le voit bien dans Les nuits des temps, je n'ai pas retrouvé la page, mais j'encourage nos auditeurs, n'est-ce pas, à retrouver la page que je n'ai pas retrouvée. C'est quelque part, il est marqué Aubriveau, c'est de l'électronique moléculaire, tout est dans les molécules.
C'est quelque part, alors je pensais que c'est la page 141, mais c'est pas la page 141. Enfin bref, c'est là-dedans, La Nuit des Temps de Barjavel. Et en fait, l'idée, alors ayant échangé avec Barjavel, j'ai été un peu déçu, mais l'idée de base de mon mentor Harry Aviram à IBM, c'était de dire, à l'époque, 1972, 73, 74, à l'époque, un transistor ou une diode, c'était gigantesque. Ouais. Ça devait faire 100 microns. Je fais. Et donc, son idée, c'était de dire qu'avec, par association avec les phénomènes du vivant, de transfert d'électrons à travers des protéines et des molécules, il s'était dit, je pourrais peut-être faire un transistor, ou un interrupteur, enfin, ou une diode, à l'époque c'était plutôt une diode, de la taille d'une molécule. Alors, une molécule, c'est un nanomètre, grosso modo. À l'époque, on était à 100 microns. Révolution extraordinaire. Et donc, tout le monde a essayé d'avancer dans l'idée que, c'était avant les voitures d'ailleurs, une molécule pourrait être un transistor. C'est-à-dire avoir une source, un drain et un petit machin qui contrôle le passage du courant entre la source et le drain. Bon. Alors, il se trouve que, si on regarde bien ce qui se passe maintenant en physique quantique, c'était peut-être pas du tout, mais on ne le savait pas, comme toujours, la voie à suivre. Parce que si vous avez une source, un drain et une grille, ça veut dire qu'à l'extérieur, c'est classique, il y a des petits fils, et puis à l'intérieur, ça se débrouille pour que les électrons se transfèrent à travers la molécule, donc c'est quantique. Donc on fait un passage classique, quantique intérieur, quantique classique. Donc on perd du temps, de la place. Ouais. Il se trouve même qu'on peut facilement démontrer, maintenant on le sait grâce aux travaux des années 80, qu'en fait, il faut à peu près 10 à 20 nanomètres de chaque côté de la molécule pour que le courant redevienne classique. Donc même si je réduis mon petit machin à une molécule d'un nanomètre, je vais en perdre 20. Ouais. Et donc vu les tailles actuelles de la microélectronique, on appelle ça même la nanoélectronique, ça ne sert à rien. Donc on a poussé là-dedans. Pour essayer d'avoir, on a fait en fait la première molécule, on a montré qu'une molécule pouvait amplifier un courant, toute seule. Ça on l'a fait, il n'y a pas de problème avec Jim, on l'a fait, mais en fait ça ne sert à rien. Puisqu'en fait, si maintenant je veux faire un truc très compliqué de 83 milliards de transistors comme fait Nvidia, il va falloir que je fasse 83 milliards de petits transistors qui vont passer leur temps à s'interconnecter avec un autre, qui va passer à un troisième, un quatrième, et je vais y perdre ma place. Parce que je n'ai pas besoin normalement d'avoir autant de filasses pour faire calculer quelque chose. Donc tout a changé en fait. Ok. Donc en fait, René Barjavel, si vous relisez, en fait, non, c'est plus délicat que ça, parce que dans le roman, il n'avait pas imaginé, Barjavel, l'ensemble des conséquences technologiques qui allaient advenir, mais il ne se mouille pas, il dit tout est dans les molécules. Je ne prends pas parti en disant, je vais faire une grosse molécule, plein de petites molécules qui vont être reliées les unes aux autres. Ça peut être ça, ou une seule molécule fait le calcul. Et pour l'instant, on en est plutôt de ce côté-là, et on a été vraiment poussé, je crois que ça a été un mariage extraordinaire entre ceux qui s'échinent à faire des calculateurs quantiques avec des qubits, okay. Puisqu'effectivement, on avait pensé à l'époque que l'espace des états de la physique quantique nous permettrait de concevoir des belles molécules qui calculent, mais la vague calculateur quantique a été plus rapide que nous pour le moment, puisque on voit bien comment on fait, ce qui est très bien, mais c'est peut-être pas l'ultime, c'est que on est dans l'espace réel, on divise le calculateur en petits bouts, qui s'appellent des qubits, on va dans l'espace des états pour se regarder comment les faire interagir, etc. Et on revient dans l'espace réel. Et l'espoir maintenant avec une seule molécule, c'est que là, les retours n'existent pas, on part de l'espace quantique, on conçoit quantiquement le truc qui va calculer, et on essaie de trouver une implantation physique après. Donc il n'y a pas l'aller-retour en fait. Okay. Et l'avantage on a un avantage et un inconvénient, avant de parler technique, technologie. L'avantage, c'est que apparemment, on peut avoir plus de puissance calcul en partant directement de l'espace des états. L'inconvénient pour le moment, c'est qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle fonction, par exemple, si vous voulez additionner deux mots de 8 bits, bon, il vous faut une molécule, admettons. Si on veut additionner deux mots de 4 bits, il faut une autre molécule. Okay. Donc on est obligé de reconstruire à chaque coup, alors que les règles d'association bien connues par petits bouts, c'est tellement pratique. Voilà, ça c'est vraiment mais au niveau fondamental, c'est intéressant. Par exemple, nous on a une molécule qui fait un nanomètre par 2, je rentre 3 bits, elle en sort fait une addition modulo 2.
Et on ne voit rien dedans. Il n'y a pas de transistor, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de circuit, il n'y a rien. Tout se passe dans l'espace des états. Il n'y a même pas de qubit, elle n'est pas partagée en petits bouts. Donc ça, c'est la puissance de l'espace quantique pour générer du calcul. Mais technologiquement, c'est très compliqué. Mais là, du coup, c'est plutôt l'approche des ordinateurs quantiques qui a tendance à prendre le pas. Bah, en ce moment, vous pouvez, sans faire de publicité pour Google, IBM, Amazon, enfin tous ceux, vous en achetez. On peut acheter, je crois qu'un truc à 127 qubits, ça vaut 150 millions de dollars. Mais j'ai plaidé pour la paroi molécule, c'est que ça fonctionne à 30 millikelvin. Parce que les niveaux énergétiques mis en jeu sont tellement très peu distants. Je crois que c'est 40 ou 50 micro-électronvolts. Donc pour ça, il faut tout refroidir. L'approche avec molécules permettrait 100 qubits, encore une fois, d'atteindre peut-être 1 ou 2 électronvolts. Donc monter pratiquement en température ambiante, mais pratiquement. Voilà. Mais ceci dit, on ne sait pas faire des gros trucs. Une petite molécule qui additionne deux mots et fait un troisième, le record, c'est 3 égale 2. Je suis assez en sortie. Donc c'est le début. Oui. Mais on a complètement, effectivement, la notion de transistor et de gain. Parce que derrière transistor, il y a gain. Il faut qu'une molécule soit capable de créer du gain. Et ben, c'est compliqué. Du coup, là, les recherches, elles ont été arrêtées ou il y a encore des recherches en cours? Alors là, je vais être aussi brut. Vu les financements Europe et États-Unis, et même japonais ou peut-être chinois, sur ce genre de sujet, comme il y a des bulles et des vagues, beaucoup de choses se sont déportées vers le quantique, calculateur quantique et qubit. Okay. Et donc la partie électronique moléculaire a eu tendance, pour tout un tas de raisons, qui est aussi des raisons de complications technologiques, on l'a dit tout à l'heure, on ne sait toujours pas, pratiquement avec une échelle de quelques picomètres, se connecter électriquement à une seule molécule. Ça a épuisé, si j'ose dire, les financeurs, mais aussi ceux qui travaillent dessus. Et donc, comme d'habitude, ça va rebondir. On va trouver d'autres solutions pour revenir dessus, etc. Mais pour l'instant, effectivement, les vagues de financement se sont décalées plutôt vers d'autres cieux. Ce qui est resté, peut-être, parce que ça, c'est normal, c'est les nanomatériaux. Parce que ça, c'est des matériaux. Donc là, effectivement, quand on dit nanomatériaux, le mot est un peu impropre. Normalement, c'est matériaux structurés à l'échelle du nanomètre. Okay. C'est du matériau, et la maille élémentaire qui fait le matériau, ça mesure quelques nanomètres. Voilà. Là, c'est normal. On a besoin, alors là, de toute façon, c'est les matériaux. Et les matériaux, il y en a partout. On en voit partout, là. Donc, de toute façon, ça, il n'y a pas... Les nanomatériaux, ça, on a des applications courantes dans la vie courante, au quotidien, ou c'est Oh bah oui, là, elles traînent... Je peux faire de la pub. Là, là-dessus, en 2008, en 2008, parce qu'on va demander de l'amener en 2008, en fait, effectivement, on avait répertorié toutes les applications possibles déjà sur les plastiques, les cordes, les raquettes de tennis, etc. Mais ça, c'est des matériaux, ce qui est normal. Notre environnement n'est fait que de matériaux, en fait. Donc là, le livre là, que vous avez écrit, vous listez les différents types de nanomatériaux qu'on utilise dans la vie quotidienne. Non, le but, c'était... entre guillemets, je vais faire encore un mauvais mot, de dire qu'est-ce que c'était nanoscience et ce qui n'était pas nanoscience. Puisque comme à chaque fois les ressources de financement correspondent aussi au fait qu'il faut des lobbying pour indiquer une direction de financement, tout le monde avait tendance à l'époque, dans les années 2000, à se regrouper autour de nano. Donc on avait dit « oh là !» et on avait essayé de faire une histoire réelle de l'envie que l'objet d'étude, ça ne soit pas un matériau, mais ça soit une molécule. Et pour nous, c'était ça la définition de nanoscience. On a même découvert à l'époque, pour s'amuser, que le mot nano, le préfixe nano, avant, il y avait 2 N. Donc on avait joué sur ce truc en disant, le vrai nano, il y a un seul N, ou le petit nano, il y a un seul N, et le gros nano, il y a 2 N. Voilà. Et c'est vrai, les biologistes utilisaient nano au sens... nanoscience, c'était un terme affectif chez les Grecs anciens. Nano, je crois que ça voulait dire mon bichon. Je traduirais ça comme ça. Mon bichon en grec ancien. Avec un seul N. Ah, avec 2 N. Non, nano, il faut insister, il faut être affectif. Il a perdu un N dans les années 50, le préfixe nano. Il y a eu des gros débats et ils ont perdu un N, les pauvres. On le raconte à la fin d'ailleurs. Ça m'a un peu embêté parce que je trouvais cette histoire rigolote, l'histoire d'un préfixe qui perd un N, comme Pico d'ailleurs a perdu un C. Piccolo, il y a souvent 2 C en italien. Et là, il en a perdu un dans les années 50 quand ils ont décidé d'appeler les différentes sous-unités du mètre.
Donc on est remonté ça pour nano, par exemple. Ça s'appelle les tribulations d'un préfixe. Ok. Donc on a trouvé à l'époque le poème grec ancien d'un poète grec un peu homo qui, qui appelait son jeune loup du nom de Nano affectif. Alors moi j'ai traduit ça comme mon petit bichon, mais enfin bon. C'est On une ne savait pas. interprétation. Ah oui, l'interprétation. Interprétation. Ouais. Alors là, je vais changer un petit peu de sujet. Je vais plus aller, on va dire, dans la science-fiction. En fait, les nanosciences, de manière générale, c'est quelque chose des fois qui peut inquiéter un peu les gens parce qu'ils s'imaginent des scénarios, des fois un peu catastrophes, avec justement des robots. C'est aussi pour ça que j'ai un peu Mhm. posé des questions là-dessus. Des robots autonomes, mais qui seraient ni visibles ni palpables. euh, et qui pourraient avoir des effets à des échelles auxquelles on ne se rendrait pas forcément compte. Ça, c'est des scénarios qui sont possibles, probables. Il fut un temps, je crois que c'était dans le Canard enchaîné, ils avaient titré à propos d'un ancien président de la République, plus c'est petit, plus c'est méchant. Non, en fait, il faut faire attention parce que quand vous avez dit quand on voit pas, c'est dangereux. Mhm. Mais rappelons-nous, je crois que le dessin animé de Walt Disney qui doit s'appeler Merlin l'Enchanteur. Qu'est-ce qui se passe quand Merlin devient méchant? Il se réduit à la taille d'un virus. Ouais. Voilà. Donc, plus c'est petit, plus c'est méchant. La pauvre sorcière, elle a des boutons rouges partout. Donc, c'est un virus, et un virus, c'est une machinerie. C'est un automate, en fait, hein, qui ne fait pas un nanomètre, qui fait 100 nanomètres. Maintenant, je remonte un peu. Si je fais des petits engrenages qui vont faire 30 nanomètres, vous ne les verrez pas. Donc, la notion de voir et pas voir, ça a toujours été associé au mystérieux. Je ne vois pas, donc c'est dangereux. Ce n'est pas plus dangereux de faire un truc à 100 nanomètres qu'à 10 nanomètres. Alors après, on rentre dans le détail, on se dit, quelle est la puissance maléfique qu'on peut intégrer dans une molécule? Ben, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est juste ça. Donc, pour l'instant, on se contente de dire que, en fait, si on arrive à réduire une machine, alors après, il faut s'entendre sur la complexité de la machine. Ça peut être un interrupteur, c'est un dispositif, mais si on prend une petite molécule qui avance toute seule, c'est un dispositif. Une machinale assez compliqué, mais pas trop. Est-ce que j'ai assez de place, encore une fois, là-dedans, pour mettre de l'esprit, de l'envie? J'en doute, mais enfin bon, après. Mais la ruse qu'il y a eu dans l'histoire que Petit c'est méchant à propos du nano, il faut revoir ce que c'était. Hein. C'est le roman Prey de Michael Crichton qui a dit, je crois, alors qui a écrit, c'est un roman d'anticipation, hein, je crois que c'était en 2002, je devrais me souvenir, et le roman s'appelait Prey, la proie, et l'histoire c'est la suivante, et on voit bien, et il n'avait pas été au niveau des molécules, il avait été au niveau des macromolécules et de la vie. Et l'idée, c'est, bien sûr, c'est de la science-fiction, c'est en Californie, c'est des fumeurs de joint, c'est des start-up, enfin, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est l'État américain passe un contrat, si je me souviens bien, à une petite entreprise californienne pour construire des robots pour tout un tas de raisons. Donc l'histoire de ce nano dangereux, ça ne s'est pas trop propagé jusqu'aux années 2002. D'accord. En prenant notre exemple que j'ai oublié, en 84, 85, 86, il y a un chercheur américain qui s'appelle Kelvin Ulmer, que j'ai un peu connu, qui avait, alors je vais paraphraser un peu ce qu'il a dit, mais grosso modo, il disait, vous me donnez le code génétique d'un ordinateur et une bactérie va vous le produire. Fair enough, comme on dirait. Bon, voilà. Donc, en plus, on est écolo à ce moment-là, on programme la bactérie, elle prend un ordinateur et tout va bien. Alors, bien sûr, ordinateur tout petit, moléculaire, bien sûr. Donc ça a gêné personne. Et Michael Crichton a inventé la chose suivante. Il s'est dit dans son roman d'anticipation, si je commande à une start-up américaine un petit robot moléculaire, produit par des bactéries, donc je vais reprogrammer la bactérie génétiquement pour faire un petit robot, alors je pense qu'à l'époque, l'idée c'était, pour la défense américaine, ce roman d'anticipation, c'est de dire, je veux une caméra. Cette caméra, pour pas qu'on la voie, je vais demander à ce qu'elle se désassocie de façon moléculaire. Enfin, macromoléculaire, je dirais. Voilà. Il y a des macromolécules qui se baladent partout dans l'air, et quand quelqu'un appuie sur le bouton, hop, la caméra se réassemble et elle filme. Ok. Bon, jusque-là, pourquoi pas, c'est un contrat. Bon, ça peut se faire ou ça peut se faire, j'en sais rien, c'est vraiment de la science-fiction. Et la malice de Crichton dans son roman d'anticipation, un peu comme dans Jurassic Park avant, c'est de dire oui, mais si la bactérie sait faire des pièces élémentaires d'une machine, peut-être que les bactéries vont prendre leur indépendance et au bout d'un moment vont essayer de ressembler à un être humain.
Et puis progressivement, de fil en aiguille, si ça ressemble à un être humain, ben peut-être que ça va vraiment vivre. Ok. Et voilà. Et à partir de là est partie une traînée de poudre d'invention en disant que si ça vit, c'est-à-dire que le nano va être capable d'inventer des formes de vie qui vont détruire la vie. Parce qu'à la fin du roman, effectivement, le robot est tellement indépendant et entre guillemets vivant qu'il a tendance à les gratter du côté des vrais humains. Voilà. Et donc c'est à partir de là que ça s'est enflammé en fait. Que l'anti-nano est... Que l'anti-nano, vraiment, on a vécu 10 ans d'anti-nano total. Et c'est parti d'une Ben, histoire de de... cette histoire d'anticipation, je crois que c'est le prince Charles après qui a repris ça en disant, ça s'appelait la Grey Goo, c'est-à-dire qu'ils vont nous transformer en espèce d'ectoplasme parce que les robots vont nous manger, enfin, etc. C'est parti dans tous les sens. Et donc, il y a eu des vrais débats anti-nano, ça c'est sûr. Bon, on arrive en tout cas sur la fin de notre entretien. Vous avez demandé de ramener certains de vos livres. On a parlé de nanosciences. Vous en avez aussi ramené deux Ah, autres. là c'est plus technique. Ouais, Là, ouais, c'est un là, peu plus technique. ouais, ouais, là c'est parce on a créé pour stabiliser en fait l'idée qu'on pouvait faire des machines ou des machineries avec une seule molécule. On a l'idée de créer une série de livres pour demander à tous les chercheurs qui travaillent dans un domaine donné de faire des livres par chapitre. Ok. Et donc tout un tas de domaines, là par exemple c'est l'architecture pour faire des portes logiques avec une seule molécule ou quelques atomes. Bon, voilà. On en a fait je crois qu'il y a 16 volumes comme ça maintenant. Là c'est sur les machines mécaniques. Il y a des trucs plus compliqués sur la technologie pour essayer de vraiment regarder comment essayer de s'interconnecter à une seule molécule pour avoir du courant qui passe à travers. D'autres qui sont plutôt du packaging, comment si j'arrive à faire ça, ben, je vais protéger pour l'emballage, pour pas que ça se détruise. Voilà, donc on a fait un ensemble de volumes comme ça qui couvrent le sujet. On a commencé en 2012, on en est en 2025, le 16e arrive. Alors évidemment, bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que d'abord, je vais dire à Springer Nature, c'est un peu cher, Ouais. mais bon voilà, ça permet d'entretenir du savoir et de diffuser surtout aux étudiants. En tout cas, voilà, on mettra aussi l'autre que vous nous avez présenté Ah non, mais celui-là, ça c'est normal, là, il est même complètement en épuisé au description. seuil, je pense. On n'a jamais eu de contestation sur mon bichon, c'est-à-dire le petit nano. Et d'ailleurs, il y a aussi la première image connue d'une seule molécule. Je peux vous montrer, 1953. Voilà. Ok, bah on le mettra en description pour tous ceux qui seraient intéressés à en apprendre davantage. En tout cas, merci beaucoup, Christian Joachim, pour Merci, cet entretien qui était merci, extrêmement intéressant. merci.